Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à Horizon Jeune, votre émission de débat entre jeunes chrétiens. C'est encore un grand bonheur, un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui vous intéresse, qui nous intéresse, un sujet qui vous concerne, qui nous concerne aussi. Le chrétien peut-il avoir des amis non-croyants? L'amitié du chrétien en question. On en parlera aujourd'hui avec nos 4 amis qui ont répondu fraternellement à notre invitation. Restez avec nous. Bienvenue à toutes et à tous. Je rappelle le thème, l'amitié du chrétien avec un non-croyant. Est-ce que cette amitié est possible? 4 personnes ont répondu à notre invitation. Vous le savez, depuis le début de cette saison, nous avons un pasteur consultant qui, à la fin de l'émission, donne son point de vue sur la question du jour. C'est le pasteur Mathieu Guéhi. Pasteur Shalom. Shalom Aniel, je suis très content d'être là pour cette autre émission qui concerne spécialement les jeunes. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là parce que les jeunes, c'est mon milieu et c'est donc avec beaucoup de joie que je me retrouve avec eux ce matin. Alors, pasteur, quel est l'intérêt pour nous aujourd'hui de parler d'un tel sujet? Le sujet de ce jour est un sujet très important pour la jeunesse. Surtout un jeune, c'est quelqu'un qui a au-delà de 18 ans et qui, à un moment donné, donc, est en train de sortir de l'autorité parentale et qui va donc trouver un autre milieu, qui veut établir de nouvelles relations, être aimé et se sentir aimé par d'autres personnes. Donc le défi qu'il y a à ce niveau, c'est avec qui établir de telles relations et quels sont les risques à éviter à ce niveau. Je pense que c'est un sujet très important pour cette catégorie sociale qui est la jeunesse et la jeunesse chrétienne en particulier. Merci pasteur. Alors je vais présenter mes invités du jour. À ma gauche, j'ai bien évidemment la sœur To Patricia. Elle est étudiante en sociologie. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, bien sûr. Merci d'être avec nous dans cette émission. Lui, il se prénomme Jean-Luc Kodjo. Il est étudiant en finance comptabilité. Shalom. Shalom. Ça va Jean-Luc? Très bien. Alors merci d'être avec nous. Elle se nomme Zouzou Irénée. Elle est étudiante en géologie. Shalom. Shalom à vous. Ça va? Oui. Gloire à Jésus-Christ. Et puis enfin, Djaï Alexis, étudiante en géographie. Shalom. Shalom. Ça va? Oui, ça va. Alors, merci d'être avec nous. On parle de l'amitié du chrétien avec un non-croyant. Une question très importante, le pasteur l'a dit à l'instant, à l'intérêt pour nous de traiter d'un tel sujet. Alors, Patricia, pour toi, comment pourrait-on définir le terme amitié? D'accord. Merci bien de me donner l'occasion de prendre la parole. Alors, pour moi, je peux dire que l'amitié, c'est une relation sociale, une relation basée sur la sympathie, l'affection, le respect mutuel, qui n'a rien de lien de parenté ni d'attrait sexuel. D'accord. Voilà, c'est ce que je peux dire. On retient la définition de l'amitié de Patricia. Jean-Luc? C'est une relation sociale. J'irai dans le même sens qu'elle, en disant que c'est une relation qui n'a pas de lien avec la parenté, le lien de famille, et qui a trait à beaucoup d'intimité, beaucoup plus d'intimité. Intimité, complicité, amitié. Je prendrai l'avis déjà la définition de l'amitié, définition donnée par Irénée. Excusez, c'est Irène. Irène. Désolé, Irène. Je dis pour moi, l'amitié, c'est une sorte d'affection qui peut se faire entre deux personnes. Les liens d'affection qui se fait vice-versa. Là, avec toi, on ne parle pas de forcément parenté, parce qu'avec Patricia et Jean-Luc et Alexis, on a circonscrit, on a même extirpé le cadre familial. Bon, alors, quelque chose à dire? Il y a des personnes qui disent que ma maman, c'est mon amie. C'est mon amie, maman. C'est pour ça que vous avez... Voilà, c'est pourquoi j'ai généralisé un peu en 2 personnes. Alors, on va poursuivre l'émission avec Patricia. Pour vous, quelle est l'origine du mot « ami » ? D'accord, pour ma part, l'ami provient du mot latin, je crois, amar, qui veut dire aimer. Voilà, c'est ce que je peux dire concernant l'origine. Amar, du mot latin qui veut dire aimer. Est-ce qu'on a la même source, Jean-Luc? Il faut ajouter quelque chose. Il faut dire que ça vient du mot latin qui est amicus. Amicus qui dit voilà, ami. Et lui qui vient du mot maintenant amor, qui dit aimer. Non, amicus, amor, aimer. D'accord, on vient du mot, d'accord. Alexis, on est d'accord? Parfait. C'est la définition du dictionnaire en fait. D'accord, ça marche. Donc du coup, on sait d'où ça vient. Il y a forcément le sens de l'amour dans l'ami. Est-ce qu'il existe naturellement des formes d'amitié? Si oui, lesquelles? Oui, il existe des formes d'amitié.
Il y a les amis professionnels, les amis les amis qu'on peut avoir en famille, voilà, parce qu'on peut tisser des amitiés avec la famille, soit avec l'oncle qui peut être proche de nous, et les amitiés un peu sociales. D'accord. Jean-Luc, forme d'amitié? Oui. Il existe d'autres formes d'amitié qu'on appelle souvent, camarades. Voilà, mais c'est une sorte, c'est un autre type d'amis, voilà, d'amitié qu'on appelle camarades. La camaraderie fait partie des sortes voilà, c'est de la grande d'amitié. famille. Voilà. Patricia? D'accord. Moi, je pense que selon un philosophe nommé Aristote, on peut là parler, enfin lui, il a parlé de 3 types d'amitié. Voilà, l'amitié utile, l'amitié du plaisir et l'amitié du bien. L'amitié utile est basée sur, selon l'auteur, je pense, l'amitié utile est basée sur le lien d'intérêt. Voilà, j'explique. Nous sommes amis parce qu'on se rend service. D'abord, on a de bons rapports à la base. Nous nous entendons bien et nous nous rendons des services. Voilà, c'est cette relation-là qui nous lie. Cette amitié basée sur l'intérêt. Voilà. Ensuite, l'amitié du plaisir, c'est une amitié aussi basée sur le désir de partager des moments de plaisir ensemble. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on aime bien passer du temps avec l'individu ou notre ami. Quand on a besoin de lui ou quand on a besoin de s'épanouir, on l'appelle. Tu me rejoins ici, on va à vélo, on fait ceci, cela. Ça, c'est l'amitié du plaisir. Et l'amitié du bien est basée sur, selon l'auteur toujours, est basée sur le respect mutuel, sur l'admiration. Et ce type d'amitié-là, je crois, se construit. Voilà. Et c'est une amitié également qui s'impose à nous. Je ne sais pas si vous voyez. On comprend voilà, parfaitement. donc voici les 3 types d'amitié selon Aristote. Donc selon Aristote, il y a 3 types d'amitié, je récapitule. L'amitié utile, du plaisir et l'amitié du bien. Tout à fait. Irène? Oui, je vais un peu dans son sens. C'est 3 types d'amitié. C'est selon l'auteur, comme elle a dit. Oui, ces amis-là, vous les avez pour soit peut-être par un moyen d'intérêt, bien soit peut-être par des choses que vous voulez vivre ensemble, bien soit par d'autres trucs plus sérieux que vous voulez construire. Donc vous adhérez totalement, parfaitement à la pensée d'Aristote. Alexis? Bon, ce que je peux dire un peu, ici on a l'amitié et puis la camaraderie. On peut un peu apporter certaines nuances. C'est quoi la différence entre la camaraderie et l'amitié? Parce que pour Jean-Luc, la camaraderie fait partie de dans l'amitié. l'amitié qu'on a définie ici, on avait défini, on a dit aimer. Il vient du sens aimer, du sens aimer, ami. Dans l'amitié, il y a âme. Âme, qui parle de âme, on a le même esprit, les mêmes manières de penser, les mêmes manières de voir les choses, les mêmes manières de comprendre. Et si j'ai un souci, tu me comprendras plus. Tu vas mieux partager mes sentiments par rapport à un camarade. Mais un camarade, excusez-moi, un camarade, ça peut être simplement un camarade de l'école. Vous avez un but, c'est pour les études. Vous partagez, vous avez fini de bosser, vous avez fini de parler des études, c'est fini. Ça, c'est la camaraderie. C'est pour un but très limité. D'accord, ça pourrait s'inscrire dans l'amitié utile. Patricia, celle définie par Aristote. Tout à fait. Voilà, donc je comprends que la camaraderie fait partie de l'amitié, mais on pourrait peut-être, en partant de la pensée d'Aristote, penser à cette amitié dite utile. Oui, Jean-Luc? C'est 2 premiers types d'amitié qu'elle a définis là, font partie de la camaraderie. Voilà. Utile et du plaisir. Voilà. D'accord. Du plaisir et voilà. Et utile. Telle elle a donné la définition. Voilà. Maintenant, l'amitié du bien, comme elle a dit, là, c'est l'amitié même à proprement dit. C'est vous qui appelez. Non, c'est vous qui appelez. C'est vous qui. Voilà, appelez, c'est moi. C'est vous qui appelez. C'est Jean-Luc et Alexis qui appelaient utile et plaisir camaraderie. Voilà. Est-ce que c'est vraiment de la camaraderie? On verrait ça au cours de ces échanges. L'amitié en question, on en parle. Alors, quel est le fondement de l'amitié? Patricia? Alors, pour moi, le fondement de l'amitié, c'est l'amour. Et parce que quand on aime, on est prêt à protéger,
à s'entraider. Je parle de l'amour réciproque, pas dans un sens unique. C'est-à-dire dans une relation amicale, il faudrait que les deux individus manifestent de l'amour l'un à l'égard de l'autre. Donc quand votre relation est basée sur l'amour, je pense que c'est gagné. Voilà. Donc pour vous, le fondement de l'amitié, C'est l'amour. voilà. Irène? Je veux ajouter, à la suite de l'amour, le fondement de l'amitié, il y a la fidélité aussi, puis la sincérité qu'on doit émettre dans cette relation. Pour Fidélité, avoir... sincérité. Voilà. Jean-Luc? Bon, je dirais d'abord la crainte de Dieu et en plus l'amour. Voilà, je dirais la Crainte de Dieu, et amour. l'amour. Alexis? Oui, pour ajouter encore à tout ce qu'ils ont dit, c'est la compréhension. Parce qu'un ami, c'est celui qui nous comprend. Lorsque nous sommes là, nous sommes dans une situation quelconque, cette personne est capable de se mettre à notre place et compatir à nos douleurs. Donc, l'ami aussi, il est celui qui nous comprend, celui qui partage aussi. D'accord. Donc, de tout ce qui a été dit, on pourrait ressortir, hein, je crois, d'une manière générale, que le fondement de l'amitié, c'est l'amour. Quelles sont donc les caractéristiques d'une bonne amitié, Jean-Luc? D'accord. Je pense que une bonne amitié se caractérise par, d'abord, comme ma soeur Alexis et Patricia l'a dit tout à l'heure, et l'amour. Voilà, c'est caractérisé par l'amour et le respect et aussi la crainte vraiment de Dieu. Parce que quand il y a la crainte de Dieu, tout ça vient après. L'amour et le respect. Vraiment, par-dessus tout, la crainte de Dieu. C'est caractérisé par la crainte de Dieu, en fait. Patricia, les caractéristiques d'une bonne amitié? Les caractéristiques d'une bonne amitié, j'ai envie de parler de la communication entre les deux individus. Voilà. Et la communication, et aussi la confiance, la complicité dont elle a parlé. Voilà, la complicité. Et pourquoi j'ai parlé de communication? Parce que c'est un élément important. Il faudrait que les deux individus arrivent à communiquer. Je donne un exemple. Il peut arriver une situation dans votre relation. Soit l'autre individu a posé un acte qui a blessé, je crois, son prochain. Il faudrait que l'autre ami ait le courage de lui dire « Voici ce que tu as fait ». Il faut communiquer. La dernière fois, on a échangé, je n'ai pas apprécié ceci, cela, voici. Donc, il faut arriver à communiquer. Donc, une bonne communication dans une relation amicale, je pense que ça peut marcher. Donc, D'accord. c'est une caractéristique. Irène, autre élément qui caractérise la bonne amitié? Un autre élément qui peut caractériser la bonne amitié, c'est le soutien. Le soutien et puis l'apport de l'autre dans cette amitié-là concernant son ami dont il s'agit. Si une personne, si je suis dans une amitié avec quelqu'un, que je me donne pour que mon ami soit à l'aise, c'est-à-dire soit bien, voilà, pour moi c'est déjà bon. C'est déjà bon. Alexis, avec toi, la dernière question. Bon, les caractéristiques sont la sincérité. Pour moi, en tout cas, c'est la sincérité. Si nous sommes amis, nous devons être sincères l'un et l'autre. Partager. Si il y a quelque chose que je t'ai fait, tu me dis, ah, Alexis, voici ce que je t'ai fait, ça ne m'a pas plu. Au lieu de me bouder, mais voilà. Maintenant, après la sincérité, c'est l'amour, on peut s'aimer. Au-delà de tout ce qui peut arriver dans notre relation, il faudrait qu'on surpasse cela par l'amour. Parce que nous ne sommes pas venus pour nous faire du mal, pour nous haïr, mais il faudrait que nous aimons, nous entraidons. Donc, si je peux caractériser notre amitié, ce sera par la sincérité. Par la sincérité. On a eu quelques éléments qui caractérisent la bonne amitié. On a une très très bonne amitié. On veut qu'elle perdure dans le temps, mais également dans l'espace. Comment l'entretenir, Patricia? Tout à l'heure, j'ai parlé de communication au sein de la relation. Voilà. Il faut une communication régulière. Je pense que quand il y a une communication régulière, l'amour s'entretient. L'amitié s'entretient ainsi. Et surtout, une bonne amitié, comme nous l'avons dit tout à l'heure, se construit.
Voilà. Quand il y a une communication fréquente, je pense qu'il y a certains aspects, certaines attitudes qui sont cachées en l'autre qu'on fait ressortir. Voilà. Il faut pas avoir peur, si je peux m'exprimer ainsi, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité à son ami. Il faut avoir le courage de lui dire ouvertement, voici le chemin que tu empruntes, franchement, ce n'est pas bien pour toi. Il faut communiquer et de façon régulière. Je crois que c'est en cela qu'on peut entretenir. Pour vous, la communication l'amitié, à mon avis. pourrait être, ou pour vous, l'oxygène même. Tout à fait. La communication régulière. Régulière. Tout à fait. Et l'oxygène d'une bonne amitié contribue à son entretien. Jean-Luc. Bon, moi, je dis, nous sommes dans un domaine, nous sommes dans un milieu chrétien, nous sommes des jeunes chrétiens. Et pourquoi j'ai dit tout à l'heure La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, voilà. Parce que quand il y a la crainte de Dieu, je pense que tout ce qu'on vient de dire là suit. Vous voyez, voilà. Parce que la crainte de Dieu ne conduit pas au mal, ne conduit pas voilà, conduit au bien. Donc tout ça, ce sont des fruits du bien. La sincérité, la bonne communication, ce sont des fruits du bien. Donc quand la crainte de Dieu est au devant de tout, je pense que tout ça, Ça contribue à l'entretien d'une bonne amitié. Voilà. Irène? Pour moi, pour qu'une amitié puisse durer, il faut une tolérance parfaite. Voilà, il faut une fidélité et puis être pardonné et puis pardonnable. En fait, et puis de pardonner aussi. Voilà, parce que si vous êtes dans une amitié et que si l'autre te fait quelque chose, tu n'arrives pas à laisser tomber et que tu gardes, ça va former des frustrations, ça va créer des obstacles et puis ça va faire que ça ne va pas continuer. Mais si tu pardonnes et puis tu laisses tomber, ben ça peut continuer. La tolérance, on retient ça. Alexis, comment entretenir une bonne amitié, l'amitié? Oui, donc la communication, comme elle a dit, et puis l'écoute. Il faut être là pour son ami. Ça doit être réciproque. Autant ton ami est là pour toi, autant il faudrait que toi aussi tu sois là pour ce dernier-là, ou cette dernière. Il faudrait être assommé. Parce que l'homme, l'amitié, pourquoi on fait l'amitié? C'est pour partager, c'est pour partager des sentiments. Quand je vois que avec toi, je partage, j'arrive à trouver une solution, je suis heureux. Et certains diront que l'amitié, quand tu es ami avec quelqu'un, ça te guérit, ça te soigne. Quand on est ami avec une personne, ça soigne, ça guérit parce que mais je suis stressée ou mais je subis une situation. Quand je viens expliquer à ma camarade, à mon ami du moins, je suis déchargée, je me sens soulagée. Donc il faudrait que cette dernière-là soit cette personne qui m'écoute. L'écoute qui fait appel naturellement à la disponibilité. À la disponibilité. Alors, on a parlé de ce qui pourrait entretenir ou entretenir l'amitié. Qu'est-ce qui détruirait l'amitié? Patricia? Bien évidemment, le manque de communication. Donc c'est forcément le contraire de ce Voilà, qu'on le a manque dit. de communication, le manque de confiance. Il y a aussi Notamment pourquoi le manque de confiance? le manque de confiance dans la mesure où on n'a pas, à la base, on n'a pas eu confiance en l'autre. Vous voyez, en notre ami. On a peut-être... Parfois aussi des soupçons ou bien... Tout à fait. Mais je veux dire, à la base, il n'y a pas de confiance. Au début, on peut peut-être avoir une confiance. À un certain moment, on n'a plus confiance en lui. Est-ce que vous voyez? Donc ce manque Non, de mais confiance, ça pourrait tu causer. n'as pas établi une amitié avec cette personne-là. Est-ce qu'il y a des Parce que amitiés qui se construisent sur le manque de confiance? Ou bien le manque de confiance peut naître après? Voilà, moi je Vu peux dire ça après, naît C'est-à-dire la après. confiance va Il peut- peut-être connaître une détérioration. Tout à fait. Il peut, à la base, il peut avoir une confiance, il peut avoir un climat de confiance. Et à un moment donné, l'autre peut poser une attitude qui puisse interpeller l'autre pour dire que celui-là, franchement, il était ceci, cela, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Il a des comportements douteux, Tout là, à donc, fait. finalement, On le soupçonne. Voilà, on le soupçonne et voilà. Donc, Il faut se méfier de ce dernier. D'accord, on comprend bien le manque de confiance. Je voulais qu'il y ait un éclairci à propos de cette pensée. Alors, on comprend avec Patricia l'importance de la confiance dans l'amitié. Alexis, pour vous, qu'est-ce qui pourrait détruire l'amitié? C'est la trahison. Lorsque tu te confies en cette personne, tu espères, trouver une solution. Et de deux, il faudrait que cette personne ne parte pas divulguer ces informations que tu lui donnes. Tu te confies en elle. Il
y a des camarades, comme on a défini, des camarades. Tu pourrais partager tes sentiments à ces personnes-là, ou bien aux personnes que tu vous croises d'ailleurs, mais tu as préféré la choisir, elle, pour partager tous tes sentiments. Et arrivé au moment où tu te rends compte qu'elle, à son tour, elle part partager ça à d'autres personnes. Et quand tu entends ici et là ce que tu lui avais dit dans les coulisses, ça fait mal. Très mal. Donc c'est comme si... Tu dis, mais tu dis quelque chose, et ça, là, ça trahit beaucoup et ça cache. Donc pour vous, la trahison cache oui. l'amitié. Jean-Luc? Oui. Pour moi, je pense que le manque de respect est un des valeurs sur lesquelles on a basé notre amitié. Voilà, le manque de respect de ces valeurs-là peut détruire notre amitié en général. En fait. D'accord. Au niveau du manque de respect, est-ce qu'on ne peut pas établir certains... Il a parlé, il y a des règles, et si après les règles sont violées, voilà, c'est ça qu'il parle. Irène? Moi, je me dis qu'il y a l'hypocrisie. Voilà, l'hypocrisie, le fait qu'on est dans une amitié, on se dit que bon, je me confie totalement à toi, et puis bon, toi, bon, tu me caches des trucs, tu me caches des choses, je ne me dis pas tout, bien je te dis, tu dis, celle-là pense que, puis cela. Et puis aussi, il y a l'amitié à sens unique. Je te donne, je ne fais que te donner, et toi, en retour, rien. Tu ne t'investis pas, tu ne donnes pas de toi. C'est dire que ça ne t'intéresse pas. Ça ne peut pas faire continuer une amitié. Parce que je me dis que c'est une histoire de donner et puis de retour, dans le bon sens. Oui, parce que c'est comme ça l'amitié. L'amitié, c'est réciproque. D'accord. Mais est-ce que notamment, puisqu'elle parle d'hypocrisie, est-ce que dès le départ d'une relation amicale, on pourrait tester notre ami par certains pièges pour voir s'il est vraiment digne de confiance? Patricia? Bon, je pense que oui, dans nos rapports, il y a des attitudes que tu présentes. Ces attitudes-là peuvent m'interpeller sur le fait mais est-ce que volontairement tu peux faire des tests? Non, on ne peut pas, mais dans l'échange, dans la relation, puisque l'amitié se construit. Vous voyez, elle se construit. Donc au fur et à mesure qu'on évolue, il y a certains aspects, certaines attitudes que tu développes ou que tu présentes que moi je ne savais pas à la base. Mais est-ce que l'hypocrisie, par exemple, c'est l'hypocrisie, puisqu'elle parlait d'hypocrisie, dès le départ, quand on commence une amitié, on ne peut pas vraiment savoir si la personne est hypocrite ou pas. On ne peut pas savoir. Si on sait dès maintenant que ce n'est pas une hypocrisie, parce que c'est pas que ça te surprend, que tu comprends que c'est de l'hypocrisie. Et quand on n'a pas encore compris et que cette personne est toujours hypocrite, est-ce que, d'une manière générale, on peut mettre des balises et faire des tests? Bon, tu pièges la personne, tu lui racontes des choses. C'est la richesse d'une amie, d'une personne avec qui partage ses sentiments. Tu n'as pas bien dit, est-ce que je peux partager ses sentiments? Tu n'as pas dit ça à une personne, est-ce que je peux partager mes sentiments avec toi? Oui, non, non. Mais quand tu vois un certain comportement qui t'emmène à avoir confiance en elle, en ce moment, tu vas vers cette personne. Vous voyez, non? En fait, est-ce que cette confiance-là, elle naît naturellement ou... Tu recherches une personne, dans l'amitié, tu recherches une personne qui est attentionnée. Une personne qui est douce, par exemple, ça dépend de... C'est relatif. Tu recherches une personne qui est attentionnée, qui a l'écoute. En tout cas, une personne que quand tu vas voir, mais au point de qui tu iras te confier aussi facilement. Parce que avec tes parents, tu pouvais le faire. Donc dès qu'on trouve cette personne, quand tu trouves, on tu commences maintenant à tisser une véritable amitié. Et puis commencer à nous confier tes moments difficiles. D'accord, Irène? Mais je me dis que l'hypocrisie, quand une personne est hypocrite, la personne te donne tout ce que tu veux. Tu as besoin d'une oreille qui va t'écouter, tu as besoin de soutien, tu as besoin d'un repos, tu as tout ce dont tu as besoin. Dans l'amitié, la personne te donne. Mais n'empêche que cela, c'est du faux. D'accord, d'accord. Tu parles, imagine. Tu vois, si tu parles, elle ne parle pas. Tu dis, on va avancer, on aura le temps de revenir sur les critères, comment on choisit. Tu te laisses, tu parles. Bon. On va avancer, on aura le temps de parler des critères de comment on choisit son ami et puis pourquoi faire très attention dès le départ dans l'amitié. Alors si on est avec quelqu'un qui naturellement ne partage pas les mêmes convictions que nous, quels sont les dangers d'avoir une mauvaise amitié notamment? Patricia? Les dangers qu'on peut rencontrer, déjà il y a la destruction. Si je peux m'exprimer ainsi, la destruction même d'une vie. Ce que j'appelle une vie, ça peut être un projet, ça peut être les réalités, ce dont on aspire. Je donne l'exemple d'une dame qui a partagé presque tout avec son amie. Elle lui disait
tout. Ce que j'appelle tout, c'est son intimité même avec son mari. Elle lui disait pratiquement tout. Elle s'entraidait. Jusqu'à ce que cette dame découvre que son ami en question a des relations intimes avec son mari. Wow. Vous voyez? Voici le danger que la dame a parcouru. Donc, voici voici le danger qu'on peut parcourir. D'accord, C'est ce que j'appelle une vie. Voilà. Donc elle a tout partagé et puis par la suite, elle a été trahie. Donc du Tout coup, à on parle des dangers d'une mauvaise amitié, Jean-Luc. Oui, oui. Moi, je pense que une mauvaise amitié peut vraiment contribuer, peut conduire du moins à ta mort. Je veux dire, ta mort véritable. Parce que tu vas vivre devant les gens, tu es là, mais intérieurement, tu ne seras plus toi-même. Voilà, ça va te détruire entièrement. Et donc, je pense qu'une mauvaise amitié peut conduire vraiment à la mort intérieure. Voilà. À la mort, c'est la mort intérieure. Voilà. Bon, et maintenant, allons dans du côté spirituel. Je pense que C'est quoi vous appelez la mort intérieure? Je ne comprends pas. Voilà. C'est quoi la mort intérieure? Voilà, c'est la mort spirituelle ou c'est... Bon, il y a ça d'abord. Et quand je parle de la mort intérieure, d'abord, je parle à donner du sentiment, du sentiment à l'autre. Donner de l'amour à l'autre. Tu vois, maintenant, tu vas beaucoup te méfier. Te réserver. Tu seras réservé. C'est ça la mort intérieure. Voilà. D'accord. Voilà. Tu vis, on te voit, tu es là, mais intérieurement, tu es méfiant. Parce qu'on ne peut pas avoir vraiment des réponses de mort intérieure. Mais on va prendre la vie directe. Bon, Alors, je me dis les que dangers. les dangers d'une mauvaise amitié, c'est pour le cas d'un chrétien, ça peut conduire au fait qu'il soit rétrogradé. Au fait, il peut, si il a de l'amitié qui n'est pas bien fonctionnelle, il peut rétrograder, il peut même perdre son salut. Dans le sens où il s'attendait à certaines choses. Avec une grande déception, il peut tomber carrément plus bas que son origine. Donc pour moi, c'est ça. D'accord. Je prends rapidement l'avis d'Alexis à propos de cette question. Quels sont les dangers d'une mauvaise amitié? Bon, les dangers sont énormes, mais ça dépend de comment tu te confies en cette personne. Wow. Voilà, comment tu te confies. C'est vrai. C'est voilà, comment tu te confies. Tu as tout donné, et en retour, la personne t'a déçu. Trahison. Trahison. C'est la mort intérieure. Non, pas la mort intérieure, mais non, pas la mort intérieure, mais c'est que tu perds le goût de la vie. D'accord. Tu es déçu et tu perds le goût de la vie. Et perdre le goût de la vie, tu es là. La vie n'a aucun sens pour toi. N'a aucun sens. Et puis, bon, en tant que tu partages un sentiment à quelqu'un, tu es libéré. Mais là, tu ne parles pas à quelqu'un, tu es là, tu gardes, tu es chargé. Tu es là, tu rumines, tu as tout en toi, tu es dessus, tu es obligé de calomnier les gens. Lui, il y a des comment. En tout cas, transformation de comportement. Une transformation, tu deviens maintenant une personne. Et aujourd'hui, quand cette personne n'a pas d'amis, mais est déçue, elle peut même, parce qu'elle doit tuer quelqu'un. Elle devient un danger public, hein? Oui. D'accord. Parce que tellement déçue, on a dit. Oui, aujourd'hui, elle peut dire, bon, c'est comme ça, moi je vais commettre un acte. Une vengeance, voilà, me venger parce qu'elle m'a déçu, je vais me venger. D'accord, ça c'est bien noté. Les dangers d'une mauvaise amitié, il y en a tellement. Et notre ami Jean-Luc a parlé de mort intérieure, on a même fait ici. Alors, quand on sait qu'il y a plusieurs dangers, l'ami qu'on a, si on ne l'a pas bien choisi, on peut après se retrouver dans des circonstances très difficiles. Comment le jeune chrétien peut-il ou doit-il faire le choix de son ami? Patricia. Ok, merci. Je pense que le jeune chrétien, il doit déjà impliquer le Saint-Esprit dans son choix. C'est-à-dire prier, dans une posture chrétienne bien sûr, prier, demander au Seigneur de l'aider à avoir un ami. C'est vrai qu'on ne va pas sur le terrain pour choisir l'ami. Dire que bon, celui-là, il peut être mon ami parce qu'il marche bien ou parce qu'il s'exprime bien ou parce qu'il est gentil. On a partagé son pain tout à l'heure, donc il peut être un ami parfait. Non, on ne va pas sur le terrain. Mais on demande, la Bible dit de demander tout ce qu'on veut, le Seigneur nous donnera. Donc, en tant que chrétien, il est important de demander au Seigneur de t'aider à choisir ton ami. Et quand tu es sur le terrain,
l'amitié sincère s'impose. C'est-à-dire le Saint-Esprit conduit une personne vers toi. Et lorsque vous développez votre relation, au fur et à mesure, vous voyez que... D'accord, donc le Saint-Esprit, prier pour que Dieu nous aide. On est tous d'accord à propos. Est-ce qu'il faut prier Oui, Jean-Luc. Je veux dire que il faut beaucoup t'appuyer sur la Bible. Voilà, choisir ton ami. Il faudrait que ton ami, comme le dit la Bible, dans le psaume 1, qui dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Il faudrait que voilà, ce critère-là vraiment soit respecté. Parce que le but de nous les chrétiens aujourd'hui, c'est d'être au ciel au dernier jour. Vous voyez, donc si on ne respecte pas ça, si ton ami ne prend pas plaisir à méditer la parole de Dieu jour et nuit, il va prendre plaisir à autre chose. Et cette chose-là... Donc cet ami-là doit pouvoir avoir les valeurs dont la Bible parle, les valeurs bibliques. Voilà. Irène? Oui, je suis d'accord, mais je me dis aussi que si l'amitié s'est faite avant l'étape de la chrétienté, je crois qu'il y a des valeurs en nous, en l'être lui-même. Des valeurs morales. Voilà, qui ont un lien avec la Bible, pas exactement, mais qui sont en chacun de nous. Donc ces valeurs-là, si l'on retrouve ces valeurs en une autre personne, ça peut nous aider à faire le choix avant l'étape de chrétienté en fait. Alexis? Sur quelle base le jeune chrétien peut-il choisir son ami? Vu que l'amitié est quelque chose de très important, il faudrait que on choisisse notre amitié de façon, je pourrais dire, fondée sur la parole de Dieu. Parce que c'est quelque chose d'important. Hein? C'est quelque chose d'important. Donc il faut que, en choisissant tes amis, ça soit basé sur la parole de Dieu. Et Dieu dit ici, est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble sans qu'ils s'en aient convenu? Est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble sans qu'ils s'en aient convenu? Donc, se baser sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, ça fait partie du critère. Quand tu veux quelqu'un, il faudrait que la personne ait la crainte de Dieu, mais tu trouves en elle certaines choses que Dieu, qui vont te consolider dans votre marche, parce que c'est durable du moins. D'accord, la parole de Dieu. Cette relation est durable. Ça marche. Il faudrait que ça soit basé sur la parole de Dieu. Alors, puisqu'on parle de parole de Dieu, valeurs morales et autres, est-ce qu'on peut comprendre par là que le chrétien ne peut pas ou ne doit pas avoir d'amis non-croyants? C'est ça la question. Si on doit dire valeur de Dieu, est-ce que le chrétien, il s'enferme naturellement dans sa bulle? J'ai pas d'amis non-croyants. Quand quelqu'un vient vers moi, on a fini de prier, on voit un gars qui vient vers nous, une amie, on dit non, il n'est pas chrétien, donc non, je n'ai pas d'amitié. Patricia, est-ce que le chrétien il doit avoir seulement que des amis chrétiens? Ok. Bon, tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut prier d'abord et demander au Seigneur de t'aider à faire un choix. D'accord? Et j'ai aussi dit qu'on ne perçoit pas la qualité d'amitié en individu qui n'a pas manifesté, de comportement c'est-à-dire on ne peut pas percevoir, comment dirais-je, le bon ami en quelqu'un qui se présente à nous. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et pour revenir à la question, vous avez dit que... Est-ce que le chrétien doit avoir exclusivement que des amis chrétiens? Un chrétien d'abord a pour vocation sur terre, selon moi, de servir le Seigneur, d'annoncer l'évangile. Voilà. Et donc, quand tu es conduit vers une personne, en tant que chrétien, tu te mets à l'idée que celui vers qui je vais, il faut nécessairement que je lui parle de Jésus. Je ne vais pas chercher de l'aide. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé d'affection. On va rechercher une affection, on va rechercher une oreille qui puisse nous écouter. Mais toi aussi, qu'est-ce que tu apportes à l'autre? Donc, on est un non-croyant. Il faudrait que tu ailles lui apporter l'évangile. Il faut aller lui inculquer la parole de Dieu. Et si cet individu-là n'accepte pas, n'a pas la même vision que toi, à mon avis, vous ne pouvez pas sympathiser, vous ne pouvez pas être des amis. Parce que tu lui apportes de l'aide, tu lui annonces la parole de Dieu. Et lui, là, ça... je crois, il a son idéologie. Après, on va revenir à la définition de l'amitié. On en a catégorisé 3. Donc, je pense que... Utile, plaisir et du bien. D'accord, Irène. Moi, je me dis que c'est possible. C'est très possible. Dans le sens où l'amitié, c'est cette histoire où on doit partager des moments. Que ce soit pour ce qu'elle a dit, l'amitié du plaisir. Il y a des choses que nous aimons, que nous devons faire ensemble, que nous aimons faire ensemble. Je ne suis pas obligée d'être chrétien pour pouvoir faire ces choses-là avec toi. Tu aimes faire ces choses-là avec moi,
je ne suis pas forcément chrétien, mais tu vas me faire ça avec moi. Ou bien de l'amitié de l'histoire d'intérêt, l'amitié utile, de l'histoire d'intérêt. Je suis pas obligée d'être chrétien pour que tu sois mon voisin en amphi, pour qu'on partage certaines choses concernant l'histoire des cours ou bien trucs. Je suis, à mon avis, un chrétien peut avoir des amis, ou bien un ami, non. D'accord, Jean-Luc, pour Irène, c'est possible, le chrétien peut avoir un ami non croyant. Moi, je ne suis pas d'avis avec elle. Pourquoi? Voilà. En fait, la définition qu'elle donnait tout à l'heure, ce dont elle parlait tout à l'heure, du genre de voir, on peut causer avec, on peut avoir des trucs, mener des activités avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Bon, ça, on met ça dans le groupe de camaraderie. Mais quand on parle d'amitié ou avec quelqu'un avec qui on peut partager beaucoup de choses, des choses intimes, vraiment, je pense que avoir pour ami un non-chrétien, c'est pas vraiment conseillé parce que il pourra pas t'aider à atteindre le but. Alors une question pour vous, pour vous tous. Oui. Est-ce que d'obédience, tous les frères et sœurs de la même communauté que nous qui sont chrétiennes sont nos amis? Non. Alors encore, pourquoi à l'église il y a des catégorisations pour choisir des amis? Alexis. Parce que je sais En plus. fait, à mon avis, On parle de la définition qu'elle a faite ici. Elle a défini l'ami utile, l'ami du plaisir, tout ça. Et au niveau de l'amitié, on peut catégoriser cela. On peut dire qu'on peut choisir un ami non croyant. Ça, en ce moment, on est limité dans notre manière de parler, dans ce qu'on va dire. Il y a des choses que tu peux partager réciproquement avec cette personne non croyante. Et il y a des choses que tu peux partager réciproquement avec cette personne croyante. Mais le but de ces choses que tu veux partager avec ces personnes, il faudrait que ça conduise au salut. Donc du coup, pour vous, un chrétien peut avoir un ami non croyant? Il peut avoir un ami non croyant et il peut aussi avoir un ami croyant. D'accord. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de tournures. Cette émission. Je le dis parce que c'est que tu peux trouver certaines qualités en une personne non croyante. Tu peux partager. Et il y a d'autres qualités que la personne croyante peut ne pas avoir. Mais tu te sens... tu peux partager encore certaines choses dans le but de reconforter votre foi, dans le but de prier. Parce qu'on dit dans le livre des Actes des Apôtres, les chrétiens, ils se mettaient ensemble pour prier, ils partageaient tout ce qu'ils avaient ensemble. C'est un désir d'édification. Voilà, de tout ça. Mais pour Jean-Luc, Jean-Luc ne partage pas ton idée. Pour Jean-Luc, un chrétien ne doit pas avoir d'amis non chrétiens. Alors Jean-Luc, quel est le danger pour un chrétien qui a un ami non chrétien, non croyant, on dira? Il n'a pas la même conviction que toi. Voilà, il n'a pas les mêmes convictions que toi. Donc pour vous, tout part de la conviction. De la conviction. Tout part de la conviction. C'est pour ça que j'ai posé la question à Jean-Luc. Est-ce que tous tes frères et sœurs en Christ sont tes amis? Non. Vous avez la même conviction chrétienne? Ils ne sont pas des amis parce que il y a certains avec qui on cause pour causer. Il faut causer avec On échange pour échanger. Mais je dirais que le jeune chrétien, ce qui est primordial pour lui, voilà, c'est d'avoir un ami chrétien. Parce que quand tu vas traverser des moments difficiles, spirituellement, c'est lui-là qui pourra t'aider. D'accord, on va prendre l'avis de Patricia. On vient prendre l'avis de Patricia rapidement. Bon, je pense que moi, je suis un peu d'avis avec Jean-Louis. Une conviction. Tout à fait. Ici, il s'agit de l'objectif. Voilà. Je reviens sur mes mots, l'objectif pour lequel Dieu t'a établi. C'est ça. Tu recherches un salut. D'abord, même l'objectif, c'est de parler de Dieu, annoncer l'évangile. Mais est-ce que notamment l'amitié avec un non-croyant n'est pas aussi une étape principale pour l'évangélisation? Tout à fait. J'ai pesé, tout à l'heure, j'ai signifié que on peut, quand on est ami avec quelqu'un, on va vers la personne pour lui apporter quelque chose. C'est de façon réciproque. Moi, je vais en tant que chrétien, on suppose que je veux sympathiser avec toi. Tu n'es pas chrétien, je veux sympathiser. Et je te parle de Jésus. Mais on n'a pas la même vision. Il y a des personnes incrédules à qui on parle de Jésus et elles n'acceptent pas. Cette personne-là, je ne pense pas que tu puisses sympathiser. Qu'est-ce qu'elle va t'apporter?
faudrait que vous ayez la même vision. En tant que chrétien, tu dois avoir quelqu'un auprès de toi qui puisse t'aider. La Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Au moment où tu traverses des moments... Est-ce que le non-chrétien peut être aussi une aide? Tout à fait, il peut être une aide. Mais est-ce qu'on a la même vision? Pourquoi ne pas accepter Jésus? Pourquoi tu n'es pas chrétien? La question que moi je peux te poser, c'est ça. Pourquoi tu restes non-chrétien? Pourquoi tu n'es pas chrétien comme moi? Donc pour vous, c'est le spirituel qui compte pour beaucoup avant de faire l'amitié. Irène, Alexis, autre chose à dire à propos? Alexis? Oui, ce que je peux dire, c'est l'amitié au niveau de notre communauté, par exemple. On peut choisir. Comme on a parlé de l'amitié, on recherche l'âme. Donc ici à l'église, tu peux rechercher l'âme, tu vois, une certaine compatibilité, une personne avec qui tu partages la même vision. Donc du coup, là, tu peux partager tes sentiments avec cette personne. Maintenant, avec le non-croyant, bon, tu peux partager tes sentiments, mais seront très restreints. Moi, je le dis. Parce que l'autre, ce non-croyant, il peut te vouloir comme ami. Au point de vouloir partager ses sentiments. Maintenant, toi, en retour, tu dois lui apporter des paroles de consolation. Parce que c'est pour un but, tu es là, dans sa vie. Tu peux lui apporter un soutien. Tu lui dis, ah, voici, c'est vrai, tu vis cette chose, mais avec Dieu, c'est comme ça. C'est pour un objectif que tu dois... D'accord. Alors, chers amis, est-ce que la Bible s'est prononcée à ce sujet? Est-ce que quelque part dans la Bible, il est écrit, noir sur blanc, qu'un chrétien ne doit pas avoir pour ami un non-croyant? Oui. Jean-Luc? Moi, je vais dire quelque chose. Alexis, qui continue toujours, garde la parole. Bon, dans la Bible, Jésus, il était parmi les pharisiens. Il était parmi les pharisiens. Les pharisiens n'avaient pas la même vision. Ils n'avaient pas la même vision, mais ça n'influençait pas sa personne. Parce que Jésus était au-dessus de tout. Ça n'influençait pas. Maintenant, nous, les hommes, nous, en tant que croyants, nous qui sommes les chrétiens, est-ce qu'au milieu de ces personnes-là, ça peut influencer notre vie? Est-ce que étant au milieu des pharisiens, mais des non-croyants... Mais est-ce que Jésus était ami avec les pharisiens? Non. Jésus était dans la compagnie des pharisiens, est-ce qu'il était ami? On parle d'amitié. Voilà, donc ça veut dire que non. Tu peux être au milieu d'eux, mais pas être des amis. Nous ne pouvons pas être des amis. Jean-Luc, moi je pose la question, que dit la Bible au sujet de l'amitié avec les non-croyants? Quand l'apôtre Paul disait que je me rendais faible avec le fait pour pouvoir les gagner à Christ. Ce n'est pas parce qu'ils étaient amis, ils étaient amis, mais il disait qu'ils avaient certaines attitudes ils avaient que lui, il essayait d'avoir ces attitudes aussi dans le but de les gagner à Christ, mais pas parce qu'ils étaient amis. Voilà, il faisait certaines choses avec eux parce que il voulait les gagner à Christ. C'est de là que vient le sens de la camaraderie. Ouais, le sens de la camaraderie. Voilà. Parce que si tu deviens ami avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, je pense qu'il ne va pas forcément pouvoir t'aider spirituellement pour atteindre le but. Donc, quand on parlait de Jésus, Jésus n'était pas ami avec les pharisiens. D'accord, voilà. Irène, pour vous, c'est quoi? Vous qui êtes, vous êtes sur votre position, vous êtes tranché là-dessus. Pour vous, un chrétien peut avoir des amis non chrétiens. Est-ce que la Bible s'est prononcée à ce sujet? Bon, ce que la Bible dit, c'est que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais n'empêche que pour pouvoir prôner, pour pouvoir respecter l'ordonnance du Seigneur qui dit allez partout pour annoncer l'évangile. Je ne veux pas annoncer l'évangile à celui qui est chrétien comme moi, qui connaît déjà l'évangile. Comment je dois faire? Si une personne à qui dans les valeurs morales, on s'entend, on se comprend, je peux lui parler. Tu as dit que, comment on appelle ça, une personne à qui tu te confies, mais que la personne ne va pas divulguer. La personne est ton ami pour toi. La personne à qui tu peux te confier et puis la personne va te consoler, la personne est ton ami pour toi. Si la personne est ton ami pour toi, dans ce sens, ce n'est pas forcément chrétien. Ce n'est pas chrétien comme cela, il est un ami pour toi. Je vais profiter pour lui parler de l'évangile. D'accord, merci Irène. Je pense qu'on ne s'entendra pas sur ce plateau parce que là, on ne s'entendra pas. Merci. On ne s'entendra pas parce que pour... J'ai envie de dire quelque chose. Rapidement. Voilà, tout à fait. Tout à l'heure, elle a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Effectivement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le non-croyant, s'il n'a pas d'expérience spirituelle, on peut dire qu'il n'a pas la crainte de Dieu, il peut se permettre de faire ce qu'il veut. Voilà. Et toi, si tu es influençable,
La Bible dit le diable rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Voilà. Si toi tu es la cible du diable, cet ami non-croyant qui n'a pas l'expérience spirituelle, qui n'a pas la crainte de Dieu, peut t'influencer, peut t'emmener dans son monde. Voilà le danger qu'on court. Voilà, on comprend, il y a un danger. En même temps, si on ne fait pas ça, est-ce qu'on va évangéliser? Est-ce le chrétien va s'enfermer dans sa bulle également, dans son petit monde, sans penser aussi aux autres qui ne sont pas de la même confession que lui? On va prendre l'avis du pasteur Guy Mathieu qui nous a suivis depuis le début dans cette émission. Pasteur, on attend votre avis parce que là, ici sur le plateau, il y a des avis qui sont très différents. Est-ce que le chrétien peut avoir des amis ou un ami non croyant? J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de tous ces jeunes, Alexis, Patricia, Jean-Luc et Irène. Et j'ai pris beaucoup de notes dans leur intervention et j'ai trouvé très enrichissant leur compréhension de ce sujet. Je dirais donc tout de suite que les jeunes ont besoin d'établir des relations avec des jeunes autour d'eux, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. Parce que Dieu nous a mis dans ce monde, il n'a pas créé un monde spécialement pour les chrétiens et un monde spécialement pour les non-chrétiens. Nous vivons avec toutes ces personnes, nous pouvons établir des relations avec eux. Et être ami, bien entendu, suppose au préalable un accord entre deux personnes qui décident de marcher ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une assemblée générale où on va s'asseoir pour décider de telle ou telle chose, mais c'est tout à fait naturel. Il y a des circonstances qui mettent deux personnes ensemble. Ça peut être des circonstances, comment dirais-je, d'études professionnelles ou des circonstances heureuses ou malheureuses. Et deux personnes peuvent se retrouver naturellement ensemble. Et évidemment, ces choses qui nous rassemblent, qui rassemblent deux personnes, rendent leur relation tellement profonde que les uns et les autres sont prêts, bien entendu, à tous les sacrifices pour rendre l'autre heureux. Et c'est ce que la Bible dit ici, dans Proverbe 17, verset 17, qui dit que l'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Donc ce sont des relations vraiment assez fortes. Mais évidemment, il faudrait que ces relations ne compromettent pas. Donc, pour le chrétien, ce qui est plus important pour sa vie, à savoir sa relation avec Dieu. Rester connecté avec Dieu. Une relation, par exemple, avec un non-chrétien ne doit pas vraiment pousser le chrétien à imaginer qu'il pourrait peut-être entretenir une relation, par exemple, une relation de mariage avec un non-chrétien. Ce n'est pas possible. Mais aussi, il doit éviter, comment dirais-je, d'aller dans des endroits où... d'adopter des postures qui compromettent même son témoignage chrétien. On peut être donc ami avec un non-chrétien, mais évidemment, il faut éviter des choses qui compromettent notre foi, qui est la chose la plus importante pour notre vie. Et évidemment, il y a Jean-Luc qui a employé un terme en parlant de mort intérieure. Faites très attention parce que être ami, c'est se livrer totalement à quelqu'un, tout son cœur. Et quand une telle personne nous déçoit, ça peut détruire totalement la vie. Et il faut faire très attention de détruire sa vie, à la fois psychologique, sa vie morale, mais aussi de détruire sa vie spirituelle, qui est la chose la plus importante en tant que chrétien quand nous entretenons une relation avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Merci au pasteur Guy Mathieu pour son avis, un avis qui s'est certainement positionné sous l'angle biblique. On a eu le temps de comprendre combien de fois il est important pour un chrétien d'avoir des amis et surtout de faire de très bons choix. Très chers amis, vous qui avez répondu fraternellement à notre invitation, To Patricia, Kojo Jean-Luc, Zouzou Irène et Jai Alexis, merci à vous pour cette émission. Je crois que l'échange a été très enrichissant pour nos amis qui nous ont suivis. Moi, j'ai été très heureux avec vous, d'être avec vous, très chers amis téléspectateurs. C'est pareil pour l'équipe de réalisation de Horizon Jeune. On se donne rendez-vous dans 7 jours pour un autre épisode. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.